Alors, Maudit, déjà, merci beaucoup. Merci Mais de d'être là. rien. Voilà, merci d'avoir accepté, malgré ton planning extrêmement chargé. Tu fais plein de choses, tu es très très active donc sur Twitch et également en dehors, parce que tu enseignes aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu voudrais un petit peu te présenter, Maudit, Oui. pour nous dire un petit peu qui tu es, d'où viens-tu, quel est ton parcours, tout ça, tout Et ça. alors je suis streameuse depuis 2013, donc ça commence à faire longtemps, même si au début c'était pas forcément quelque chose de très régulier. Et en même temps que le streaming, je me suis lancée dans des études en sciences politiques. Donc les deux sont arrivés conjointement, en gros. Et donc du coup j'ai un master en sciences politiques et depuis quelques temps sur Twitch, je fais pas seulement du jeu vidéo, mais j'essaye de justement amener les sciences sociales sur Twitch, discuter avec les gens, faire des lectures. En ce moment on est sur un cycle sur le rapport au vote. Tous les jeudis à 17h, on lit des travaux de politistes qui expliquent un petit peu bah voilà, les différentes catégories de population, qu'est-ce qu'elles pensent des élections, comment est-ce qu'elles vont voter ou pas d'ailleurs, et leur avis sur les politiciens et politiciennes. Et donc voilà, donc mon travail c'est un espèce de gros fourre-tout quand même. Quand on va sur ma chaîne, il y a quand même beaucoup de contenus très différents. Mais l'idée quand même c'est de faire venir les gens par des biais, comme on peut, par le biais du divertissement, notamment avec le jeu vidéo, à les amener à discuter de sciences sociales, de rapports de domination, de rapports de pouvoir, et de toutes ces choses-là. Donc là, par contre, je suis pas du tout sur mon terrain de spécialité avec les institutions totales, mais bon, de toute façon, il y aura des disclaimers, donc les gens verront bien. Oui, oui, bah ça c'est l'honnêteté des chercheurs et des chercheuses, hein, de toujours dire oui, ce n'est pas mon champ de Ouais, compétences, c'est pas. mais voilà, donc j'essaie d'amener le truc, donc oui, t'inquiète pas, les C'est gens en ça. tout cas qui sont sur mon stream habituellement le savent, voilà, parce que bon bah, Oui. oui, voilà, historien moi-même forcément, donc il y a plein de choses que je ne maîtrise pas évidemment, et du coup bah, je suis obligé à chaque fois de, comme tu dis, de faire des disclaimers, Bah de ouais. dire par honnêteté intellectuelle, je ne sais pas, voilà, tout simplement. Oui, bah oui. Donc du coup, on n'a pas vocation, donc je mets tout de suite évidemment le disclaimer pour ce soir, on n'a pas vocation déjà à faire un tour de la question, ce sera tout à fait Oui. non exhaustif, parce que bah, déjà on va pas retenir Maudit en captivité pendant 3 jours, hein, voilà. Mais voilà, enfin, un semestre n'y suffirait pas à vraiment observer toute la totalité, toute la palette, si on Mm. veut, toutes les déclinaisons comment dire, oui, des institutions totales que l'on va voir ce soir, donc déjà au travers des définitions. Tâcher Ouais. de. L'enjeu, donc ce soir, tu me dis, hein, tu me corriges tout à fait hein, si je dis des âneries, effectivement. L'enjeu, ça va être d'essayer de définir ce que sont ces institutions totales, Ouais. quelles en sont les modalités. Est-ce qu'il y a des dialogues, notamment en termes transnationaux, parce que là, on va plutôt parler d'un discours, comment dire, des bonsoir tout le monde. Je suis désolé, je vais saluer tout le monde un peu plus tard, hein, parce que là, T'inquiète pas. je suis pas habitué à voir autant de monde. Mon Dieu, ça fait bizarre. Mais ah, tu viens écouter de parler de Goffman, et bah écoute, comme vous dites, je pense que tu ne seras pas déçu, puisque c'est même par là qu'on va commencer, hein. Oui. Donc Ouais. bon. Du coup, petit disclaimer pour, comme vous dites, dont les travaux de recherche portent en grande partie sur Goffman et tout ça. Donc du coup, je pense que tu vas pas apprendre grand-chose. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ça? C'est Dr Pierre qui m'a lancé là-dessus aussi, parce qu'en stream, j'avais commencé à discuter un petit peu des institutions totales et que je me questionnais pas mal là-dessus, suite au fait que je donne cours en fait à des L1, donc suite à mon master en sciences politiques, je suis chargée de TD à la fac. Et du coup, les premières années qui arrivent en sciences politiques, on leur apprend comme ça des grandes notions un peu fondatrices. Et quand on est sur une séance qui s'appelle adhésion et résistance, en général, on parle des institutions totales. Et donc, on parle de Goffman. Et voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de rentrer dans un des TD que je donne normalement en salle de classe, mais là, avec vous, avec la discussion, puis qui va être enrichi par des extraits de films, des liens avec la culture, de la pop culture, etc. Voilà. Absolument, ouais, ouais. Bah, c'est un peu le point commun, qu'on pouvait avoir, parce que je suis enseignant aussi. Du coup, maître de conf tout récent depuis cette année à Paris 1, voilà. Félicitations. Oh merci. Bah, toi-même, tu sais, tu sors de plusieurs années de précarité, ça soulage quand même un minimum, tu vois. Ouais. Mais on essaye aussi, voilà, comme on dirait, de vulgariser, voire valoriser, parce que maintenant c'est ça qu'on dit sur le CV des chercheurs et des chercheuses. Oui. On essaie de valoriser, donc on a le même canot pour le coup qui est Twitch. Donc toi pour l'ensemble des sciences sociales, moi plutôt pour le côté historique, social Oui. également. Parce que voilà, socio-histoire, histoire Oui, c'est quand culturelle, même tout bien ça, tout ça. lié. Mm. Oui, évidemment. Donc c'était évident qu'à un moment ou à un autre, voilà, on allait
on allait se parler. Je suis très content que tu aies accepté encore une fois de venir, malgré encore une fois ton emploi du temps super chargé, parce que tu fais énormément de trucs, je sais pas à quoi tu carbures, mais faut que tu me dises la marque, parce que franchement... Je dors. C'est ça. Ah, c'est ça. J'ai la chance de pouvoir bien dormir en général, ouais. Ça aide. D'accord. Mais du coup, voilà. Donc, hésite pas quand je dis des trucs à venir enrichir, parce que je sais que c'est des choses que t'as lues toi aussi, y a pas de problème. Puis pareil, les gens dans le chat, n'hésitez pas. Y a pas de soucis, je prendrai pas mal. Oui, mais bien sûr. Ma spécialité, donc voilà. On bien part. L'idée, c'est juste qu'on ait tous une base pour pouvoir discuter. Donc je vais juste partir sur le... C'est un cadre théorique en fait qui est fondé principalement par Erving Goffman, qui est sociologue. Et donc du coup c'est un texte qui s'appelle... le texte qui est un peu fondateur de la définition des institutions totales telle qu'elle est connue et majoritairement partagée par les gens aujourd'hui. C'est écrit en 1961. Donc c'est un vieux texte qui s'appelle Asile. Et donc aujourd'hui il y a eu plein de travaux de toute façon qui ont été faits sur les hôpitaux psychiatriques qui sont venus enrichir tout ça. Donc du coup, s'il y a des choses qui collent pas à votre vécu ou à ce que vous avez pu lire, c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est une grille de lecture qui a été construite à l'époque, qui était assez novatrice, et qui est toujours utilisée aujourd'hui, mais qui est ajustée. C'est-à-dire qu'en gros, dans les travaux de recherche, on va utiliser ces concepts, mais on va les modifier, les critiquer, essayer de les retravailler. Donc voilà, si vous n'êtes pas 100% d'accord avec ce qui est dit, c'est plutôt sain en fait. Donc c'est normal. Et voilà. Donc du coup, Asile, juste sur la méthode qu'a utilisée Goffman pour faire ce travail-là, il a été directement dans un hôpital psychiatrique. Donc il a fait une étude ethnographique, c'est-à-dire qu'il était sur le terrain pendant une année à observer comment ça se passait. Et c'est quelqu'un qui se focalise beaucoup sur les interactions. Donc du coup, les interactions entre personnes soignées et personnes soignantes, le personnel et les personnes qui sont recluses. Et donc il a regardé tous ces jeux d'interaction-là, puis il en a sorti un ouvrage, qui est quand même un ouvrage que moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé très théorique, quoi. C'est un peu dommage d'avoir passé tellement de temps sur le terrain et que ça n'apparaisse pas directement comme les travaux qu'on a l'habitude de lire en ce moment en ethnographie, où il y a vraiment des passages, des extraits d'entretien qui apparaissent. Enfin là, c'est vraiment un cadre très très théorique. Donc du coup, c'est ça dont on va partir pour essayer de discuter un peu aujourd'hui. Et du coup, c'est un hôpital qui s'appelle l'hôpital Sainte-Élisabeth de Washington. Et du coup, c'est un truc qui est blindé de monde. Donc il y avait vraiment des milliers de personnes. Donc c'est un très gros hôpital psychiatrique. Et donc, ce qui est intéressant dans ce travail-là, je vais faire beaucoup de ponctuation bizarre avec des... Vas-y, mais fais. C'est trop bizarre de parler de tout ça en clip Twitch, mais c'est pas grave. Ce travail-là qu'il réalise, c'est l'un des premiers travails sociologiques, un examen sociologique des hôpitaux psychiatriques. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est novateur pour l'époque et qui va influencer énormément de choses ensuite, puisque ça va aussi enrichir le mouvement anti-psychiatrie, dont les gens m'ont parlé dans le chat parce qu'ils connaissent mieux que moi la dernière fois, mais que moi je connais pas et je maîtrise pas plus que ça. Mais voilà, dites-vous que si vous connaissez, c'est quelque chose qui est vraiment un travail fondateur. Oui, c'est un problème récurrent de Goffman, ces données sont utilisées souvent sur le mode de l'anecdote plutôt que de faire un compte-rendu ethnographique. Exactement, et c'est un peu frustrant, voilà. Mais du coup, on sait qu'il a fait vraiment un travail de terrain qui est très grand et qui se base sur des données qui ont été construites, qui sont très importantes. Mais quand on lit son travail, on est un peu déçu. Je vous le dis au cas où vous avez envie, à la fin du live, d'acheter Asile, bah empruntez-le peut-être avant la bibliothèque, quoi. Sinon, vous risquez d'être quand même sur un truc qui est très lourd. C'est ultra intéressant, Goffman, mais voilà, c'est vraiment cadre théorique et c'est un peu lourd et difficile de rentrer dedans, je trouve. Surtout quand on n'a jamais fait de sciences sociales avant. Donc voilà, sur le cadre et le contexte. Et donc, qu'est-ce que c'est que les institutions totales ? Donc il va vraiment partir de ce travail de terrain pour essayer de dire il y a des institutions qui fonctionnent pas comme les autres et qui ont un caractère spécifique. Alors je sais qu'au début dans les traductions, il disait institution totalitaire, je crois, ou totalisante. Enfin voilà, le terme institution totale tel qu'on le connaît aujourd'hui, ils ont essayé de faire d'autres traductions un petit peu au début. Et c'est une institution en fait qui va prendre en charge la totalité de vos besoins. Donc en gros, soit vous travaillez dedans, soit vous vivez dedans. Donc ça peut être la caserne militaire, ça peut être là l'hôpital psychiatrique dans le cas de Goffman, la prison, le monastère. Mais en tout cas, l'entièreté de vos besoins est prise en charge par l'institution et vous n'avez pas besoin de sortir du coup de l'institution pour obtenir des choses.
Donc c'est des caractéristiques qui sont très fortes, qui font que les gens se retrouvent... En fait, il y a une frontière entre le dedans et le dehors. On peut pas sortir comme ça, et donc du coup, on se retrouve cloîtré. Donc c'est pour ça qu'on va parler de reclus ou de détenus, avec l'idée de... Ils sont reclus en dehors du monde, dans une institution qui est totale et qui prend en charge la totalité de leur vie. Du coup, je vous donne juste les caractéristiques que lui met en avant. Il y a l'idée de prise en charge de tous les besoins. Et donc, du coup, on est sous le contrôle et la surveillance constante de l'institution. C'est le cas aussi pour les trucs religieux avec les sœurs, les nonnes et les monastères. Contact limité entre les personnes qui sont recluses et l'extérieur, mais aussi avec le personnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir et rentrer comme on veut et discuter avec les gens. Il y a vraiment un cadre aussi de rapport de pouvoir et de rapport de domination. Coupure avec le monde extérieur qui apparaît avec un obstacle matériel aussi. Donc il y a vraiment l'idée de on peut pas partir comme ça. Donc on a vraiment une frontière qui est ultra présente. Bon, les barreaux de prison, les murs, voilà, c'est très facilement visible. Mais vous avez aussi ça dans les monastères avec du coup une frontière matérielle et le fait qu'il y ait vraiment un dedans et un dehors. Et tout le monde ne peut pas rentrer aussi. Si vous avez des visiteurs qui viennent, ils peuvent pas rentrer comme ça. Il y a tout un processus à suivre ou alors ils n'ont pas accès à certains endroits. Donc on a droit au parloir mais pas aux cellules, etc. Et la dernière chose qui est ultra importante dans les institutions totales, c'est qu'il y a une destruction des frontières entre les différentes activités de la vie quotidienne. En gros, on ne choisit pas quand on va manger, quand on va dormir, quand on va travailler, quand on va prier. Enfin, tout ça nous est imposé par l'institution. Donc en fait, c'est pas seulement elle prend en charge nos besoins, mais elle nous impose aussi un rythme de vie et un rapport au temps qui va être très très structurant, voire déstructurant, parce que tout ce qu'on connaît avant, du coup, bah, ça tient pas, quoi. Là, il va falloir s'adapter, il va falloir accepter les règles et s'y plier. Il y a quelqu'un qui dit l'école, tu en sors. L'idée, c'est que l'école, tu rentres chez toi quand même le soir, et donc du coup, t'as un dedans et un dehors de l'institution. Mais il y a quand même des auteurs qui ont essayé de tirer le fil et de se dire, est-ce qu'on retrouve pas certaines des caractéristiques comme ça dans d'autres lieux, comme par exemple les classes préparatoires. Et du coup, il y a Muriel Darmon qui a fait tout un travail en disant, les classes préparatoires instaurent aussi un nouveau rapport au temps, tout le temps, t'es dans l'urgence du travail perpétuel de t'as des rendus à faire, etc. Donc pareil, l'institution va socialiser en gros les individus à de nouvelles choses à apprendre, mais on n'est pas non plus dans une institution... Enfin, c'est pas la même violence. Enfin, je pense que vous le visualisez. C'est pas la même violence, les classes préparatoires et la prison. Voilà. Mais il y a des degrés et il y a des mécanismes qu'on peut retrouver ailleurs. Et du coup, oui, l'école avec un internat, on peut le retrouver. Mais t'as quand même des marges d'autonomie. Si t'as une heure d'études, t'as peut-être le droit de sortir quand t'es au lycée pour aller au centre commercial avec tes amis, etc. Donc t'as quand même un planning qui t'est donné, mais t'as une marge d'autonomie dedans qui est quand même beaucoup plus grande que dans les institutions que Goffman théorise avec prison, hôpitaux psy et tout ça. Voilà. Absolument. Et j'ajoute aussi, pour rajouter un peu de grain à moudre à ce que tu viens de dire, il y a plusieurs types d'institutions qui peuvent être regroupées sous cette appellation, en fait, sous cette catégorisation, si tu veux. Donc tu l'as dit, hein, voilà, les hôpitaux psychiatriques notamment, absolument, les maisons de santé également. La prison, je pense qu'on va beaucoup parler de prison quand même ce soir aussi. Oui. C'est un des gros piliers en fait de cette question. Moi je parlerai un tout petit peu des asiles aux États-Unis, ce qu'on appelait les asiles jusqu'aux années 50 en fait. Comme ça on aura l'occasion d'avoir une perspective comparatiste tous les deux. Mais je parlerai aussi un peu de la France, bien évidemment. Et je pense également aux foyers de migrants. Voilà, c'est à peu près la même chose. Les foyers de jeunes travailleurs, même si c'est un peu différent. Les camps également, donc on a parlé, nous en off, on avait parlé des camps de concentration. Moi, pour les États-Unis, je vois l'esclavage également, l'institution, ce qu'on appelle l'institution particulière, comme périphrase pour désigner l'esclavage aux États-Unis, donc qui n'est pas simplement le fait de la traite négrière, la traite transatlantique, mais aussi le fait du système de plantation sur le sol américain, qui est exactement ce que tu viens de décrire, voilà, c'est-à-dire agir, faire plier, avoir un système d'autorité et essayer de faire plier les individus par le biais soit de mesures coercitives, donc de mesures qui se font par la contrainte, soit par la violence, soit par la torture mentale, quelquefois, pour aller même jusqu'au plus loin, et d'avoir toujours, donc ça je vais rebondir là-dessus par rapport à Michel Foucault, parce que voilà, on va être obligé d'en parler, évidemment, et oui, surveiller et punir, et oui, et du coup, donc oui, il y a beaucoup d'institutions qui rentrent dans ce cadre, en fait, et bonsoir tout le monde.
les compounds également pendant la guerre des bourgs, nous dit Arcani Corvo. Enfin, oui, les camps d'internement en règle générale aussi, en fait. Donc, en fait, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est par rapport à donc Michel Foucault pour le coup. Donc, Salut tout le monde. Surveiller et punir, donc qui est paru en 1975, pour vous poser un petit peu le contexte historique. Voilà, forcément historien, donc c'est logique. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une volonté derrière ce bouquin qui émane déjà de la part de Michel Foucault, mais aussi également aussi du contexte historique et du contexte social. Donc le livre sort à l'aune, en fait, doit être considéré à l'aune des bouleversements et des revendications sociales des années 60, le mouvement étudiant de 1968, le mouvement lycéen en France de 1973, les mouvements sociaux de travailleurs et d'ouvriers généraux, comme par exemple, ça on en parle un petit peu moins, mais le mouvement de mai 67 en Guadeloupe, par exemple, qui est un mouvement de travailleurs agricoles, qui a été réprimandé dans le sang, clairement. Et en fait, à travers ce bouquin, donc Michel Foucault, si vous ne l'avez pas lu, donc je vous le résume un petit peu, se pose la question de comment se fait-il qu'un système qui est punitif, donc le système de la prison en l'occurrence, qui est l'objet de remise en cause déjà dès le début de sa formation, comment se fait-il qu'il ait perduré comme système majeur et comme alternative crédible? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très tôt la prison s'est érigée non pas comme le corollaire de l'application des lois, mais comme un système normatif. Ça, je le disais hier sur mon stream. Et en fait, historiquement parlant, si on remonte en fait à la fin du XVIIIe siècle, on voit qu'il y a un changement à ce niveau-là. Que se passe-t-il? Donc là, je reprends, donc ce n'est pas de moi, je reprends les conclusions d'un article justement sur Michel Foucault, de Jean-François Baird, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Et ce qu'il nous dit, donc je le cite, c'est qu'il y a une contradiction à cette époque, une contradiction interne dans la mécanique de la souveraineté, et la scène du supplice, donc qui était une scène qui était une mise en scène, si vous voulez, de la punition. La scène du supplice devient une cérémonie qui canalise mal les rapports de pouvoir qu'elle cherche à ritualiser. Des révoltes sporadiques contre l'autorité se multiplient et la foule amassée tente souvent de s'emparer du condamné soit pour le sauver, soit pour le tuer. Le pouvoir royal se trouve alors dans l'obligation de fonder un nouveau droit de punir pouvant s'exercer partout et de façon continue jusqu'au grain le plus fin du corps social, c'est-à-dire l'individu. Le grain le plus fin du corps social, en l'occurrence là c'est l'individu. Et donc pour Foucault, donc voilà, je vous cite encore le bonhomme, c'est un châtiment qui se veut dissuasif. La mission de la prison, c'est avant tout de dissuader les individus. Et donc en fait, ce qu'il nous dit là, c'est que, donc je le cite, c'est la fin de l'ancienne prise directe du pouvoir royal sur le corps des individus. Donc Foucault a beaucoup travaillé justement sur cette notion du corps. Et son remplacement par les techniques disciplinaires dont la fonction est d'opérer sur chaque individu une surveillance, extrêmement important, et c'est ce que tu disais, et un contrôle constant des gestes et des pensées. Et j'ajoute juste ce truc-là, surtout il y a une notion de norme en fait qui est extrêmement importante, et c'est ce pourquoi je vous parlais de la question normative. Donc je le cite là encore un coup, page 234 de Surveiller et punir tout de même, donc précisément. L'art de punir met en œuvre 5 opérations bien distinctes. 1. Référer les actes. 2. Référer les performances. 3. Référer les conduites singulières à un ensemble. Différencier les individus les uns par rapport aux autres. Et en fonction de cette règle d'ensemble, faire jouer, à travers cette mesure valorisante, la contrainte d'une conformité à réaliser. Donc c'est-à-dire que vous avez un modèle, entre guillemets, qui s'établit, une norme qui s'établit au sein de la prison, et de laquelle il ne faut pas dévier. À partir de là, quatrième norme d'évaluation. Donc faire jouer à travers cette mesure valorisante la contrainte d'une conformité à réaliser, et enfin tracer la limite qui définira la différence par rapport à toutes les différences, et la frontière extérieure de l'anormal. Donc de là, on peut, et c'est ce qui est fait souvent, instrumentaliser à travers la politique, le domaine judiciaire, même le domaine psychiatrique, la question de la dangerosité d'un individu par rapport à une norme. En fait, on s'en réfère, et l'institution pénitentiaire, eh bien, depuis le XVIIIe siècle, donc depuis la Révolution française, en fait, tout simplement, qui essaye d'éviter, après, par la suite, les peines qui étaient dans l'ancien régime, donc qui passaient par les amendes, la pendaison, le fouet, le carcan, etc., eh bien, c'est le supplice de la privation de liberté qui maintenant fait foi, et qui a donné naissance à tout ce système carcéral par définition. Donc je continuerai un petit peu plus tard, si tu le veux bien. Mais est-ce que tu voulais rebondir par rapport à ça ?
Ouais, Tu bah en disais que fait, tu voulais rebondir. moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail de Foucault, c'est qu'il dit, voilà, il y a le pouvoir, et c'est ce que tu as expliqué un peu, il y avait une forme de pouvoir du roi qui s'exerçait de manière spectaculaire. Voilà, on pendait, on écartelait, enfin il y avait plein de supplices comme ça. Genre Foucault dans Surveiller et punir, il fait toute une liste des supplices, c'est horrible. Et là, genre toutes les manières qu'on avait de punir les gens pour leur comportement, et on faisait ça sur la place publique, donc c'était ultra visible. Et tu te dis, mais comment est-ce que ça se fait qu'on passe à quelque chose où on va dissimuler les peines, voilà. Et l'enfermement devient la norme, plutôt que le supplice corporel ou quoi, voilà. On va finir par enfermer les gens. Et du coup, le gros de son travail, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que... Puis c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'histoire aussi. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à enfermer des individus, et surtout, qu'est-ce que ça fait? Après, c'est vrai que quand on finit par poser les bouquins de Foucault, on est là, en fait, tout est un peu une prison. Il y a souvent des mèmes comme ça qui reviennent en disant, voilà, c'est du Foucault, l'école est une prison, tout est une prison après quand tu sors un peu de ce carcan-là. Mais en fait, c'est parce qu'on se rend compte, là, il y a quelqu'un qui dit, oui, comment ça se passe pour les détenus qui ont un bracelet électronique, du coup, eux, ils sont pas vraiment dans une institution totale. Bah en fait, on voit qu'il y a cette forme d'institution qui est extrême, où t'es enfermé, et où t'es surveillé, où t'es sous contrôle, etc. Mais cette forme de contrôle qui est particulière, eh ben, ça se déplace dans le monde social. Et moi, j'étais dans un lycée qui était basé sur les plans d'une prison, avec l'idée de les salles de classe, avec l'idée de la panoptique, qui n'a pas été inventée par Foucault, mais qui l'explique énormément dans son travail. L'idée de la panoptique, c'est que les cellules, en gros, les prisonniers se regardent entre eux. Donc du coup, il n'y a pas besoin... Il y a une tour centrale avec des surveillants qui sont là, mais les surveillants n'ont pas besoin d'être là constamment. Les prisonniers s'auto-surveillent. Et vous avez du contrôle qui vient de la part du fait que peut-être je suis regardée. Et donc c'est pour ça que vous avez ce modèle-là qui se retrouve beaucoup aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et qui se développe parce que c'est ultra efficace. Et c'est aussi, on pourrait se dire que ça se développe au monde de l'entreprise avec les open space, où il y a une surveillance constante de la part de tes collègues. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ces travaux-là, c'est qu'ils partent d'un truc qui est quand même très spécifique, qui développent, qui historicisent, où ils remettent vraiment tout le contexte. Et puis en fait, tu te rends compte que ça s'est dilué dans le monde social et qu'il y a certains mécanismes qui sont utilisables et qui sont utilisés ailleurs. Quelqu'un qui a un bracelet, oui, il n'est pas surveillé constamment, mais il y a le symbolique qui est là. Tu vois, t'as le bracelet au pied, tu ne sors pas de l'institution. Mentalement, tu ne sors pas de l'institution. Elle n'a pas besoin d'être là et d'être enfermée au milieu des murs. Tu sais que littéralement, s'il se passe un truc, potentiellement, tu vas être retourné en prison, être condamné. Enfin, voilà, tu peux pas mentalement oublier que t'es en prison, quoi. Il y a vraiment un rappel constant. Absolument. Bah, tu vois, par exemple, dans le chat, Tamanos disait aussi, il rejoignait ce que tu disais, mon collège était une prison, littéralement. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est les plans. Mais quand nous, on était choqués au lycée, on était là, mais quoi? Ah bon, c'est vraiment sur les plans d'une prison? Puis après, tu regardes, tu fais, ah oui, effectivement, t'as vraiment l'ovale avec tous les aimants. Tout le monde se regarde constamment. T'as pas d'endroit. En fait, c'est facile aussi pour surveiller, dans le sens où t'as pas d'endroit où tu peux te dissimuler du regard des autres. Donc, du coup, les surveillants peuvent plus facilement faire des rondes aussi, quoi. Ouais. Bah, le mien avait des barreaux aussi, hein, parce que j'étais dans un collège de ZEP. Enfin, maintenant, on dirait REP, voire même REP+. Et ouais, il y avait ça, c'était littéralement des barreaux avec, il y avait aussi des barbelés au-dessus, voilà. Yes. J'ai jamais compris si c'était pour ne pas sortir ou ne pas rentrer. Donc bon, voilà. Arcani Corvo nous dit par exemple l'université catholique de Lyon qui rachète la prison du Perrache pour établir des salles de cours. Ouais, bah, c'est d'une institution à une autre, quoi, tu vois. Donc, oui, ça se déplace. Ouais. Absolument. Du coup, il y a quelqu'un qui demande si la composante physique est obligatoire. Dans le concept d'institution totale tel que théorisé par Goffman, oui. Mais ce qu'on voit, c'est que ces modèles-là se diffusent et se dissolvent un petit peu. Il y a certaines composantes qui vont disparaître, mais il y a toujours la notion de contrôle, de surveillance. Là, ce dont on parle, nous, il y a la notion d'enfermement qui est très très forte. C'est-à-dire que les personnes sont recluses. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Et c'est pour ça que c'est différent, par exemple, de la classe préparatoire. Mais il y a des personnes qui vont réutiliser ces concepts-là et les faire travailler avec d'autres choses, comme Muriel Darmon le fait avec les classes préparatoires. C'est juste que vous anticipez beaucoup dans le chat, parce que du coup, vous êtes tout de suite en train de travailler le modèle, quoi. Mais voilà. Bah, mais cool. ouais, non, c'est vraiment sur l'enfermement à la base. Bah, ça veut dire que c'est un chat de qualité, forcément. Ouais, ils sont déjà au taquet. Mais voilà, du coup, bah, je rebondis aussi sur... Enfin, je te pose la question, puisque tu parles notamment des classes prépa. Est-ce qu'il y a justement... Alors, je me doute que les punitions, notamment, et encore une fois, comme on disait, il y a instauration de la norme. Encore une fois, c'est une institution qui est très normative, où il faut s'en référer à une norme, et si tu dévies de la norme, forcément, c'est mauvais,
et tu es sanctionné en ce sens. Mais est-ce que tu as justement comment dire, des exemples, notamment de punitions qui peuvent justement essayer de faire rentrer dans la norme par rapport aux prisons, qui sont un peu différentes, j'imagine, mais peut-être pas tant que ça. Ah, tu veux dire sur les classes prépa? Ouais. Ouais, bah en fait, les classes prépa, la punition, c'est celle du bulletin, quoi, et des notes, et des remarques des profs qui vont dire « Tu t'es pas donné les moyens, là, Agathe, franchement, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas possible. Bon, écoute, on t'a choisi, quand même, il y aurait pu y avoir plein d'autres personnes qui auraient pu être sélectionnées, donc voilà, quoi. » Donc en fait, c'est ce qui est intéressant, parce que dans les classes préparatoires, ça vient directement du personnel. En fait, les remarques... Alors, ça va pas être une punition physique, châtiment physique ou de l'isolement, mais au final, tu te retrouves isolé parce que devant les autres, on va te faire des remarques en disant que... Des fois, ils font des trucs comme ça, tu gâches ton potentiel, Agathe. Mais des fois, on te donne les notes, c'est horrible, par ordre, voilà. En disant, bon... alors là, je vais commencer à donner les meilleures notes, puis après, on va au pire. Et voilà. Et ça, c'est des choses de l'ordre de la violence... verbal, quoi. T'as pas besoin de flageller quelqu'un physiquement pour que mentalement elle s'en veuille énormément. Puis il y a beaucoup d'auto-contraintes de la part des étudiants qui vont s'imposer du coup eux-mêmes des choses en se disant, en fait, c'est ce qui explique aussi Goffman dans les interactions, c'est qu'on joue un rôle. Et du coup, on se comporte de la manière de ce qu'on imagine être attendu par les autres aussi. Donc on se dit, face à un prof, je dois être comme ça. Et donc, même si le prof va pas te dire, tu dois être comme ça face à moi, et même s'il n'y a pas d'ordre, tu vas quand même te comporter d'une certaine manière, rentrer dans un rôle. Donc c'est pour ça des fois qu'ils parlent un peu de théâtre, en fait on joue des rôles, et en fait on module nos interactions en fonction de face à qui on est. Et du coup ils encouragent, ouais, les profs encouragent effectivement la compétition, font extrêmement culpabiliser les gens, et puis l'obsession des chiffres fait que de toute façon la punition c'est l'arbitraire de la note. Voilà, et donc c'est ça qui va tomber et qui va faire de est-ce que tu vas réussir ta prépa ou non. Avec l'idée de parfois il y a des gens qui ressortent broyés parce que on leur dit que ça, tout se joue en prépa et que s'ils vont à la fac, c'est des ratés. Parce que vous avez vraiment, dans certaines prépas, les plus prestigieuses évidemment, l'idée de c'est l'élite de la nation, ou en tout cas ils vont pouvoir rejoindre des grandes écoles, etc. Donc du coup, si jamais ils collent pas à ce truc-là, et ben après, ce qui les attend est pire. Voilà, c'est la fac publique, après ils ne feront rien, ils vont finir par bosser à McDo, tu peux rien... Voilà, et ça, c'est horrible, parce que du coup, tu te dis, je n'ai plus d'avenir si je ne joue pas le jeu. Et donc du coup, même si tu souffres, tu continues. Tu t'accroches et t'essayes de tenir, et tu te dis, bon, bah j'essaye un peu... Et les étudiants qu'on récupère, que moi j'ai en première année, qui viennent de classes préparatoires, souvent ils sont plutôt bons, enfin il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, ils ont déjà fait une année, donc du coup, ils sont un peu formés aux méthodes, mais ils se mettent des pressions énormes, et par exemple, si tu leur mets 16, ils vont dire « Excusez-moi, mais je pense que là, on est à la faculté, ça valait 18-19, non ?» Et t'es là, mais à l'aide. Je sais pas pour qui tu te prends, je sais pas quelle image... Sympa, dis donc. Tu as de toi, mais non, la fac, c'est pas que des déchets, donc si t'as 14, ça vaut 14 ici, enfin, il y a une espèce de truc où ils vont réappliquer la compétition et la mise en compétition avec les autres, parce que les gens sont quand même beaucoup moins en première année à la fac, ils essayent déjà de survivre et de comprendre ce qui leur arrive, donc ils sont pas du tout dans cette optique de compétition qui peut arriver plus tard avec des sélections. Mais c'est assez incroyable, du coup, ou à d'autres fois, ils sont choqués, ça fait un bousculement inverse de se dire... Ah la vache, en fait la fac c'est difficile parce que je suis entièrement en autonomie. Au contraire, justement, j'ai plus les profs qui viennent me cadrer, qui viennent m'imposer un rythme. Je suis plus dans le rush constant parce que la prépa c'est un rythme de travail où mentalement tu peux pas sortir de la prépa. T'es tout le temps voilà, culpabilisé. Tu prends ta douche, quoi. T'as passé 20 minutes sous la douche, c'est trop long. C'est 5 minutes là, fallait que tu prépares la suite. Et donc du coup, constamment t'es dans ça. Quand t'arrives à la fac, les partiels ils sont à la fin du semestre. Tout le reste du temps, t'es là. Là, ça les déstabilise. Donc ils ont énormément de mal à voir de nouvelles manières de faire. Mais ce qu'explique Muriel Darmon, c'est que ça transforme, c'est pour ça qu'elle reprend le concept d'institution totale, c'est que l'institution transforme les individus. Dans le sens où quand tu ressors de classe préparatoire, tu as été modelé par la classe préparatoire, et quand tu en sors, t'as été redressé, vraiment le redressement des corps, de la manière que t'as t'exprimé et tout, et quand t'en sors, du coup, eh ben, tu es parfait pour le monde du travail. Ou pour les postes qui sont attendus de toi face à ton truc prestigieux et tout. Donc voilà, t'as un rapport au temps et du travail dans l'urgence qui te sera utile ensuite. Oui, voilà. Bah c'est ce que... Oui, ils ont réussi à intégrer en fait ce qu'on a... Ouais, complètement. Ouais, donc d'être complètement... Bah oui, là je vois le mot formaté de Samy, absolument, tout à fait, c'est ça.
Et ça me fait penser, là, ce que tu disais, je rebondis sur le truc de la notion de dangerosité, en fait, qui serait une espèce de baromètre qui s'applique. Donc, encore une fois, on le dit, il y a des institutions... les institutions totales sont essentiellement, dans leur essence, sont normatives, absolument. Et le fait est que là, la notion de dangerosité, donc elle passe pas par la notion de dangerosité forcément, mais elle passe par le mauvais élève. Voilà, comme tu disais, celui qui n'a pas d'avenir, celui qui va finir... la figure repoussoir. Absolument. C'est créer créer un épouvantail, quoi, en fait, tout simplement. C'est terrible. C'est terrible. En termes de violence, c'est assez terrible, hein, clairement. Et juste par rapport aux institutions totales, ce qui est ultra important dans ce que dit Goffman, c'est qu'il y a une division. En gros, vous avez 2 catégories de personnes dans les institutions totales. Vous avez les inmates, donc les détenus, les reclus, et vous avez le staff, donc le personnel. Il y a vraiment la division entre les deux. Il y a une frontière très très nette. On peut pas passer l'un à l'autre, et donc du coup, l'un va imposer les décisions à l'autre, etc. Et donc, normalement, dans l'idée que l'on a, si par exemple on pense aux hôpitaux psychiatriques et au texte Asile qu'a fait Goffman, normalement on se dit le personnel soignant, il doit être là pour aider, pour prendre soin, c'est tout ce qui est le care. Il doit permettre de réhabiliter des gens, pour ensuite leur permettre d'être fonctionnels en société, etc. Mais sauf qu'en fait, concrètement, la manière dont ça se passe, ce que se rend compte Goffman en fait en passant du temps sur le terrain, c'est que le personnel tente justement de transformer les personnes qui sont à l'intérieur de l'institution. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est du soin, etc. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a des couches qui sont de l'ordre du contrôle, et justement, ce que je disais du redressement, donc c'est vraiment un redressement des corps et des esprits, quoi. Et donc l'idée, c'est que les individus, on doit les débarrasser de leur identité sociale qui était défaillante qu'ils avaient avant. Donc en gros, il y a ce truc de... avant d'arriver dans l'institution, vous n'étiez pas fonctionnel. Donc du coup, on va se débarrasser de ce que vous étiez avant et vous allez ressortir en étant une nouvelle personne. Donc ça, il y a vraiment un façonnement de l'identité. Et donc une transformation des individus. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement violent. En fait, Goffman, il va dire que... Je sais plus, le terme en anglais, c'est mortification de l'individu ou un truc comme ça. Amputation de la personnalité aussi. Enfin voilà. Tu te retrouves amputé de qui tu étais avant. T'es mortification de ta... Enfin voilà, en gros, tu prends une petite tombe, là, tu enterres qui t'étais, et paf, tu deviens une nouvelle personne. Sauf qu'évidemment, ça génère des souffrances. Ça marche par des procédés qui sont très courants dans les hôpitaux, dans les prisons ou dans les camps de concentration. C'est on te dépossède de toutes tes possessions matérielles. T'as le droit de n'avoir aucun effet personnel. On te dépossède de tes vêtements. Tu vas avoir des vêtements qui sont parfois complètement unifiés. Dans les camps de concentration, c'est encore plus violent parce que tu perds même ton prénom, donc du coup tu vas devenir un numéro, on va te raser la tête. Donc du coup en fait on vient détruire l'entièreté de ton rapport au corps, ce qui est constitutif de ton identité et qui fait que tu es reconnu comme personne. Bah voilà, ça disparaît. Donc c'est extrêmement violent dès l'entrée en gros dans l'institution. Et donc l'idée c'est que ce que dit Goffman, c'est que c'est à tel point, ça va tellement détruire la personnalité des gens que l'institution devient leur nouvelle réalité. En mode, maintenant, en fait, qui je suis, c'est la manière dont les autres me perçoivent dans l'institution, comment je dois me comporter pour réussir à survivre, en fait, dans ce cadre institutionnel extrêmement violent et contrôlant, totalisant, etc. Donc ça veut dire que physiquement, leur corps est à l'institution, mentalement, ils sont à l'institution, socialement aussi, parce qu'ils peuvent pas nécessairement rentrer en contact avec d'autres personnes, ou alors de manière très limitée, souvent conditionnée par le personnel, en disant bon bah là t'as le droit au téléphone, t'as le droit au parloir, mais pas comme tu le voudrais, pas quand tu le voudrais, et symboliquement aussi, parce que du coup ils sont réduits au rang de reclus, et ils ont pas... Enfin voilà, si t'es docteur avant et que tu es prisonnier ensuite, on s'en fout en fait, voilà. Symboliquement, tu perds tes titres, tu perds qui t'étais, ton rôle et ta place dans la hiérarchie sociale avant va avoir tendance à disparaître. Il y en a de nouvelles qui vont se créer, parce qu'il y a toujours des jeux de pouvoir à l'intérieur de ces institutions-là. Des personnes qui, à l'intérieur des prisons, vont être perçues comme plus facilement écoutables, des personnes importantes. Mais voilà, ça change tout en fait. Toutes les cartes sont rebattues. Et ça veut dire que tu peux pas t'extraire de l'institution. T'es constamment dedans, et donc tu dois jouer le jeu, ou en tout cas faire avec. Et ce que dit Goffman, et je terminerai juste là-dessus, il dit que ça crée un loop, un espèce de piège, où en gros il y a une boucle d'interaction. C'est-à-dire que le personnel de l'institution va te dire quelque chose, ça va provoquer une réponse chez la personne qui est recluse, et tu peux jamais gagner. C'est un jeu dans lequel tu peux jamais gagner. Et
En fait, l'idée, c'est que, admettons, on va dire à un prisonnier, le prisonnier dit « J'aimerais obtenir un appel, voilà, c'est l'anniversaire de ma femme, j'aimerais pouvoir lui téléphoner. » Et bah, le personnel va lui dire « Ok, il faudrait que tu me fasses ça. » Un truc irréalisable. Donc forcément, ça va générer des conflits. Va y avoir un acte de désobéissance, admettons, en disant « Bah en fait, c'est pas tenable là pour moi, je peux absolument pas faire ça. » Donc du coup, tu vas dire « C'est dégueulasse, tu vas l'insulter, tu vas cracher sur le personnel. » Ou un truc comme ça, quoi, vraiment. Acte de désobéissance direct. Et donc, comme le détenu a réagi, ce qu'il n'aurait pas dû faire, techniquement, mais ça a été provoqué par le personnel, et ben il peut être puni. C'est-à-dire que comme tu as désobéi, tu peux être puni. Si tu es puni, c'est que tu as besoin d'être contrôlé. Donc du coup, on a besoin de te surveiller. Et ça s'auto comme ça alimente de manière hyper pernicieuse, où en fait l'institution va justifier son propre comportement en disant « Bah voilà, tu te rends compte ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir fonctionner avec toi. T'es dangereux pour le fonctionnement du groupe, tu ne sais pas te comporter. » Et donc du coup, ça va faire que les individus vont perdre une partie de leur identité aussi, parce qu'ils vont devoir se dire « Ok, est-ce que c'est un piège ou pas? Comment est-ce que je dois me comporter ?» Et donc constamment, il faut que tu juges ça. Tu te dises quelles vont être les conséquences de mes actions. Et des fois, tu te fais avoir et ça va venir renforcer le truc. Et du coup, l'identité des détenus et la manière qu'ils vont avoir de se comporter va être forgée par l'institution. Parce que du coup, tu vas te dire, tu vas transformer tes manières d'être et ton identité, ça va être lié directement à l'institution. Tu n'as pas d'échappatoire, tu vas devoir jouer le jeu pour pouvoir survivre. Oui, encore une fois, t'es en isolement. Oui, bah oui, ça on va en reparler, t'inquiète pas. Hein. Surtout pour les prisons aux États-Unis, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ouais, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de transformer l'effet transformatif, en fait, de t'ôter une partie de ce que tu es, voire même la totalité de ce que tu es en tant qu'individu. Donc Ikran Adnalam disait, et je vais rebondir là-dessus aussi, et sur deux notions en fait, qui disaient même chose lors de l'embarquement des Africains dans les bateaux négriers, cheveux rasés, marquage au fer rouge, etc. Dépossession de ton nom également, dépossession de ta langue, puisque tu n'étais pas autorisé à parler ta langue quand tu étais esclave, tu n'étais pas autorisé à parler justement pour essayer de ne pas faire en sorte que tu puisses fomenter un complot avec des gens qui seraient venus justement de la même région que toi. Tu ne devais pas parler ta langue, c'était interdit. Interdit également d'apprendre à lire et à écrire, bien sûr, et ça on en reparlera plus tard dans les actes de résistance, mais ça faisait partie, les petits actes de micro-résistance par exemple, ça passait aussi par le fait d'apprendre à lire et à écrire. Et donc le fait de te déposséder, comme tu disais, bah déjà de ta personnalité, en tant qu'individu, en fait, de ton individualité, pour te broyer et te remodeler au sein de l'institution, il y a une valeur extrêmement, mais qui est très dure, et c'est pour ça qu'on parle aux États-Unis quand ils disent peculiar institution, c'est l'institution particulière qui a justement, en tant qu'institution, ce genre de pratique, absolument. Et ça rejoint aussi ce que tu disais sur moi ça me fait penser au concept de mort sociale. Et effectivement, les gens, les individus qui fréquentent, qui sont présents au sein de ces institutions totales, en fait, sont en état de ce qu'on appelle la mort sociale, c'est-à-dire qu'ils sont repoussés aux marges de la société, qu'ils n'existent plus, en l'occurrence, qu'ils sortent vraiment, comme tu dis, il y a un avant et un après, un dedans et un dehors. Et bien ça rejoint ce concept, en fait. Et je crois que c'était Philippe Charlier, si je dis pas de bêtises, qui a écrit un bouquin, lui, il le corrèle à la question du zombie. Donc là, vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qui sort, c'est capillotracté. Non, je vous explique. Mais en fait, pour lui, le zombie, à l'heure actuelle, c'est métaphorique. Et le zombie est en état de mort sociale et recoupe, justement, et regroupe tous les individus qui sont dans ce statut de mort sociale, en état de mort sociale. Je vois les intergalactiques qui font ah, bah voilà, le zombie. Et oui, le zombie, c'est une métaphore, et je le redirai à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Mais l'horreur, c'est un vecteur. L'horreur, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, ou enfin, peu importe, le jeu vidéo, même l'horreur, c'est un formidable moyen de diffuser des idées et de diffuser également un état des lieux de la société à un instant T, par le truchement de l'horreur, d'accord, de ce qui nous fait peur en tant que, non pas d'individu, mais en tant que société, en tant que regroupement d'individus. Mais l'horreur, c'est génial pour ça. Et en fait, lui, ce qu'il dit dans un de ses bouquins sur le zombie, c'est que, alors je le dis de mémoire, hein, m'écorchez pas si je dis une ânerie. Enfin, en tout cas, si je le dis pas comme lui. Scandale. Oui, c'est pas possible. Saloperie de gauchiste. Mais du coup, oui. Mais voilà, du coup, le zombie pour lui, en fait, à l'heure actuelle, les gens qui sont associés aux zombies qui sont en état de mort sociale, ce sont par exemple les SDF, voilà, les sans domicile fixe, les gens dans les hôpitaux également, les patients.
révolutions, les détenus, encore une fois, donc qui sont assimilables à cette figure du zombie, qui est une figure, justement, qui n'est pas une figure de la norme, par définition, qui est au-delà de la norme, et qui est morte, morte socialement. Et effectivement, le rôle de ces institutions totales, c'est aussi, comme on le disait, de te broyer, de broyer qui tu étais, de broyer ta personnalité, ce que tu étais, ton individu, pour essayer de faire de toi quelqu'un de, entre guillemets, nouveau, mais surtout qui est assez, qui se plie aux règles, comme tu disais avec la prépa. Ouais. Voilà. Toute proportion gardée, parce qu'il y a quand même une sacrée différence Oui, entre... bien sûr, c'est pas la même chose. Voilà, faut quand même le dire aussi, mais il y a une différence entre la prépa et la prison. Mais le fait est que le but transformatif et normatif est toujours là. Il est toujours là, ce spectre-là. Et tout à fait. Et Arcani Corvo, on l'avait déjà dit ça. Donc effectivement, absolument. Les zombies sont le prolétariat. Et oui, il y a une lecture de classe à faire des monstres. Absolument. Incroyable. Mais absolument. Absolument. Ça, si vous étiez, je sais même plus qui sont mes étudiants et mes étudiantes, vu qu'il y a beaucoup de monde, mais on l'a fait au premier semestre. On a fait un cours sur le monstre, donc on a parlé de cet effet du monstre en tant que normatif, etc. Mais bon, bref, non, en dehors de la norme surtout. Et bref, voilà. Donc Arcani Corvo, tout à fait. Et ouais, je rebondis sur ce que tu disais justement, parce qu'on va peut-être passer sur la prison, du coup, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Du coup, sur la question de l'institution carcérale, donc est-ce que toi tu veux commencer, donc je pense que tu auras peut-être le point de vue plutôt français sur cette question-là. Ouais. Vite fait. Oui. Vas-y, oui, dis-moi, parce qu'en plus j'aimerais bien parler après justement de ce, comment dire. Alors. Vas-y. Je sais pas. En fait, je vais encore m'appuyer sur Goffman et juste prolonger. Et donc, dans les institutions totales telles que la prison, les individus, on a dit, ils subissent énormément ce qui se passe du point de vue des personnels, quoi. Et donc, du coup, en l'occurrence, du personnel surveillant qui va quand même leur imposer des choses. Et l'idée, c'est de dire, en fait, comme Goffman, il va étudier les interactions, il va essayer de, comme ça, dresser les types d'interactions qu'on a à l'intérieur de ces institutions. Et donc, il va découvrir un petit peu deux grands pans, dans lesquels il crée encore d'autres sous-catégories, mais on va pas se perdre dedans. Mais l'idée, c'est que quand vous êtes dans ce type d'institution, vous êtes enfermé, où l'entièreté de vos besoins sont pris en compte, et vous avez plus d'autonomie, eh bien, vous pouvez soit être dans l'adaptation primaire. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est l'individu qui est collaborateur. Donc l'individu qui va jouer le jeu. Il joue les règles, il participe à l'activité qui lui est demandée. Quand le surveillant lui dit « là tu vas à la douche », il va à la douche. « Là tu vas travailler », il va travailler. Voilà. C'est vraiment, on joue le jeu, on est collaborateur de l'institution et on fait ce qui nous est demandé de la manière dont ça nous est demandé, avec le sourire. Enfin voilà, on se plie, on respecte les consignes en fait. C'est pas seulement on le fait, c'est on va respecter les consignes en le faisant. Il faut même parfois que tu montres que tu éprouves de la gratitude et donc du coup que tu te plies vraiment aux règles du jeu à fond. Et quand tu dois avoir peur, pareil, tu dois montrer que tu éprouves de la crainte et donc il faut absolument pas que tu sois... Ce qu'on dit aux enfants parfois, ne réponds pas, voilà. Oui. Du coup, les détenus vont être dans cette même optique de ne pas répondre. Voilà, si on doit craindre le pouvoir, on va craindre le pouvoir. Donc ça veut dire qu'on va se comporter vraiment en fonction de ce qui nous est demandé, ce qui est attendu de nous. Et ça, ce que va dire Goffman, c'est que c'est un membre normal de l'institution. Il se comporte comme ce qui est attendu, il joue le jeu. Et donc du coup, il est vraiment programmé par l'institution. C'est incorporé. Incorporé, il y a vraiment la notion de corps, c'est dans ton corps et dans tes pratiques, et tu vas vraiment jouer le jeu. Donc si on prend la question des prisons, c'est vraiment... suivre l'entièreté du planning qui vous est demandé, et ne pas avoir le faire toujours de la bonne manière, voilà. Si on doit aller travailler, parce qu'il y a ça dans les prisons comme enjeu, travailler quasiment gratuitement, voire gratuitement, et tu vas le faire, et potentiellement tu vas gagner aussi en échelon, en se disant je me suis bien comporté, donc maintenant je vais avoir accès au parloir, je vais avoir accès au téléphone, je vais avoir accès à tel ou tel gain. Donc du coup on va vraiment jouer le jeu. Il y a un autre type de comportement, il va appeler ça les adaptations secondaires. Donc là, c'est un individu qui va rentrer en résistance vis-à-vis de l'institution. Il va contourner en fait les normes. Il va continuer ce qui est attendu. Il va essayer de prendre de la distance en fait par rapport au rôle qui lui est demandé. Essayer de lui investir ce rôle parfois différemment. C'est pas forcément dire non, je vais pas faire ça, mais le faire à sa manière. Essayer vraiment de se réapproprier un peu les choses.
Et donc là, c'est essayer de avoir des moyens défendus. Donc dans les prisons, dans l'imaginaire des prisons, c'est essayer de se faire des armes, par exemple. Ou de faire du troc avec d'autres prisonniers pour obtenir des choses qu'on va conserver. Les gens qui se tatouent aussi en prison, voilà, comme ça ils se réapproprient aussi leur corps par le tatouage. Des pratiques comme ça qui se font en prison et qui sont pas véritablement autorisées. Même si, ce qui est important, l'institution sait qu'il y a ces pratiques-là et les tolère. Parce que le fait que... Donc des fois ça va être puni évidemment s'ils tombent dessus, mais en gros, en tout cas on sait qu'il y a des pratiques qui sont considérées comme déviantes à l'intérieur de l'institution, mais on va tolérer cette marge de manœuvre parce que ça permet d'avoir une emprise plus forte. Si les individus n'avaient aucune marge de manœuvre et subiraient de A à Z l'institution, il y a le danger de rébellion, puis il y a eu des émeutes dans les prisons, il y a eu des grèves de la faim, enfin il y a vraiment régulièrement des mouvements sociaux dans les prisons, c'est juste que c'est pas forcément quelque chose qui est ultra publicisé, mais voilà, l'idée c'est de se dire... en fait, le personnel, là on est encore dans des prisons publiques en France, donc le personnel est minoritaire, il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc si jamais il y a un acte de rébellion, bah, c'est potentiellement dangereux aussi pour le personnel. Donc il y a vraiment cette idée de, on leur donne le bout du doigt là, puis voilà, ça sera accepté, ça permet de maintenir un peu les relations. Donc l'idée, en gros, il va dire, voilà, il y a adaptation primaire, adaptation secondaire, l'individu qui collabore ou l'individu qui résiste, mais on peut piocher dans les deux. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va collaborer, à d'autres, on va résister, on va avoir des moyens un peu défendus pour faire des choses, tout en essayant de se dissimuler. Mais ça va dépendre, en fait, du contexte d'interaction, des personnes à qui on s'adresse, et de quand est-ce qu'on arrive dans l'institution. Imaginez, vous rentrez en prison, au début, vous êtes un peu... C'est la première fois que vous allez en prison, vous êtes un peu perdu. Donc du coup, là, vous jouez le jeu, en mode, oula, j'ai pas envie de me faire emmerder, je connais pas en plus les gens, donc... Quand vous commencez à subir un petit peu tout ça depuis plusieurs semaines, vous dites oula, non mais là c'est plus possible en fait. Donc vous commencez à vous énerver, à vous rebeller ou quoi. Donc là tout de suite, isolement, dépossession matérielle, enfin des trucs où tout de suite l'institution va vous rappeler qu'elle a le contrôle sur vous. Donc du coup, votre acte de résistance est réprimé. Donc vous allez à nouveau collaborer et il y a des espèces de cycles qui se font comme ça jusqu'à ce que les gens aient des manières dissimulées, complètement invisibles. De résister. Mais ça, on en parlera après. Ouais, je rebondis à ce que tu disais, notamment sur... parce que je voyais aussi qu'il y avait ce truc-là dans le chat de Kos. Ah, salut Kos, ça va d'ailleurs. Kos qui disait qu'aux États-Unis, il y a des grandes marques qui faisaient travailler les prisonniers. Et j'ai un chiffre à ce niveau-là. Ouais. Effectivement, il y a... donc, j'expliquerai un peu après sur la question du système des prisons aux États-Unis, notamment. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais passer assez vite, hein, évidemment. Mais surtout, comment il y a eu un côté très transnational, en fait, entre les pratiques que l'on pouvait trouver aux États-Unis qui ont été importées, notamment en France, sous une certaine mesure. Donc, je vais expliquer ça juste après. Et donc oui, effectivement, en 2017, donc je donne un chiffre officiel en fait, hein, qui a été fourni par le département de la justice américain. En 2017, il est estimé qu'environ 8% des prisons américaines sont des prisons privées, c'est-à-dire qu'elles sont financées par des entreprises. Si jamais d'ailleurs la question vous intéresse, je vous conseille d'aller lire le bouquin Capitalisme carcéral, qui parle de pas mal de choses et surtout de l'intrication de justement du capitalisme, la montée du capitalisme et le système des prisons. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ça. Donc environ 8% des prisons américaines sont des prisons privées, c'est-à-dire qu'elles sont financées par des entreprises qui payent une certaine somme. Alors j'ai pas réussi à déterminer si c'était une somme qui était versée par semaine, par mois ou par an, mais en gros, il y a une espèce de prime, si tu veux, qui est versée par tête de détenu. Et c'est relativement peu, vraiment. Et du coup, ce que l'on constate, c'est que non content d'exploiter des prisonniers, donc de leur faire du travail obligatoire, je précise bien, c'est du travail obligatoire, c'est pas du travail facultatif, absolument, qui bien évidemment non rémunéré, ou si peu rémunéré qu'on peut pas vraiment considérer que c'est une rétribution, mais surtout, ça donne lieu à 3 choses différentes. La première, c'est que ces prisons, qui sont donc des prisons privées, sont beaucoup plus violentes que les prisons publiques. Un petit chiffre pour établir tout ce que je vous dis. Ah oui, il a été... désolé, hein, là je fais un peu du lourd, mais je vous plombe le truc, mais si l'on en regarde les chiffres, encore une fois, du département de la justice américain, il y a 49% de plus d'incidents d'actes de violence graves entre détenus, d'actes de violence graves de la part des gardiens sur des détenus,
et plus de 65% en plus par rapport aux prisons publiques d'actes de violence entre détenus que dans les prisons donc publiques. Donc c'est la première chose, c'est beaucoup plus violent. Deuxième chose, il n'y a pas de transparence. Pourquoi ? Parce que qui a la main dessus, ce n'est pas l'État fédéral, c'est pas les États individuels aux États-Unis. Donc ça, voilà, vous connaissez déjà la différence, je pense, entre État individuel et État fédéral aux États-Unis. Sinon, vous me demandez, je vous expliquerai sans problème. Mais c'est un manque de transparence vis-à-vis notamment de certaines pratiques coercitives, donc de pratiques violentes. 2015, encore une fois, on estime que 67 442 détenus sont placés à l'isolement dans les prisons publiques, et pour les prisons privées, on n'a tout simplement pas le chiffre, parce que ça n'est pas communiqué. Voilà. Yes. Donc, ça dit beaucoup. Et deuxième chose, comme ce sont des détenus qui ont vocation donc à servir de main-d'œuvre pour la plupart, eh bien les peines sont beaucoup plus longues, puisqu'on estime que par rapport à une prison publique, 50%, les peines sont rallongées de 50% pour les détenus, en moyenne, par rapport à une prison publique. Dans les prisons privées, je veux dire. Ouais. Donc oui, c'est... Oui, je vous vois halluciner là, oui, oui. Oui, et ça n'est que 8%, entre guillemets, c'est 8,2%, je crois, en 2017 à peu près. Donc oui, tout à fait, absolument. Et il y a eu justement quelques affaires qui ont éclaté dans les médias ces dernières années, comme quoi certaines prisons privées, justement, étaient trustées par des grandes entreprises, dont on connaît tous plus ou moins le nom, et qu'elles s'en servaient comme main-d'œuvre vraiment très 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 peu chère. Et je crois que ce qui était dépensé, il me semble, il y a quelques années, au début des années 2000, donc ça remonte à il y a un petit moment, mais le coût ramené au coût du repas, c'était 15 cents par jour. Donc le repas du détenu, par journée, coûtait 15 cents. Voilà. Et ouais, donc là je vous ai un peu plombé l'ambiance, je suis désolé. Là c'était les chiffres, mais oui, les chiffres sont là. Et tout à l'heure aussi tu parlais d'isolement en fait, et il y a un truc qu'il faut bien voir aussi, donc ça je parle exactement du coup comme dit Amar Sundi, il faut apporter du nouveau prisonnier, il faut renouveler le cheptel en fait chaque année, et surtout il faut les conserver le plus longtemps possible. Et c'est ce pourquoi, donc là j'ai pas de chiffres évidemment parce que c'est un peu du travail en sous-marin, mais on estime qu'il y a tout à fait des problèmes de corruption voilà, qui peuvent arriver entre différents juges et comment dire, et des sociétés privées justement. Donc voilà, et justement ce que tu disais qui était très intéressant par rapport à l'isolement, la question de l'isolement en fait c'est un truc qui est relativement entre guillemets récent, et je dis bien entre gros guillemets, parce qu'en fait ce qu'il faut bien voir c'est qu'avant il y avait un système aux États-Unis. Je suis désolé, Super Dodo, qui dit je passais une bonne journée, excuse-moi. Mais du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, la prison en tant qu'institution et en tant que concept, ça a été inventé après la Révolution française pour éviter des peines qui étaient pratiquées durant l'Ancien Régime en France, etc. Mais ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu une inspiration transnationale et comment dire, un déplacement, si vous voulez, des pratiques qui étaient donc aux États-Unis, notamment des pratiques d'incarcération que l'on pouvait retrouver en France par l'intermédiaire de qui ? Par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez forcément, qui s'intitule, de son nom, Alexis de Tocqueville. Et en fait, ce qui s'est passé, donc je vous donne quelques dates, en 1818, la Restauration, donc en France, crée ce qu'elle appelle la Société royale des prisons. En 1831, Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont sont chargés, sont mandatés, sont missionnés pour aller observer le système pénitentiaire américain. Et d'ailleurs, Alexis de Tocqueville en tirera son bouquin qu'il a publié par la suite, La démocratie en Amérique, 1835-1840. Et en fait, ce qu'il a noté, c'est qu'il existe deux principaux types, entre guillemets, d'institutions pénitentiaires. Il existe ce qu'il appelle le système pennsylvanien, ou le separate system en anglais, et un autre dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas forcément celui sur lequel je vais m'attarder maintenant. Mais de toute façon, le chat sera là pour me le dire, je me fais pas de soucis. Mais en gros, le système pennsylvanien, donc était pratiqué en Pennsylvanie notamment, ou le separate system, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est un régime d'isolement carcéral qui maintient un isolement total entre les prisonniers. Donc tout à l'heure, tu parlais de la surveillance d'un prisonnier à l'autre. Là, on creuse encore un peu, si j'ose dire, puisque là, c'est un isolement qui est total. Donc système pennsylvanien ou separate system, qui prône donc le maintien d'un isolement total de jour comme de nuit, qui sépare les prisonniers totalement les uns des autres. Et pour vous donner un petit exemple plus concret, en fait, jusqu'en 1904, par exemple, dans le Eastern State Penitentiary
qui a été créée en 1829 à Philadelphie, qui est la première prison qui obéit à ce système donc de separate system, qui a d'ailleurs contribué à modeler, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un déplacement de ce type de pratique, qui a contribué à modeler 300 prisons à travers le monde qui ont repris en fait ce truc-là. Et c'était considéré par Tocqueville, donc je le cite, de système révolutionnaire. Quoi que ça veuille dire. Et en fait, oui, non mais bien sûr, jusqu'en 1904, en fait, les prisonniers qui entraient notamment dans ce type d'endroit pénétraient au sein de l'institution avec une cagoule sur les yeux. Donc vraiment, tous leurs repères temporels, leurs repères géographiques étaient complètement perturbés, et ils ne savaient pas du tout qui était leur co-détenu, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas, ils n'entendaient pas de son de toute la journée, rien, et ils ne parlaient à personne, même pas aux gardiens. Et si ça vous intéresse, parce que bon, je vais juste un peu couper là-dessus, mais si ça vous intéresse, je vous conseille un article qui a été publié, c'est un peu vieux, mais il est toujours intéressant, toujours pertinent, qui est paru en février 1972 dans la revue Past and Present, qui s'intitule « The Rise and Decline of the Separate System of Prison Discipline ». Et si vous voulez, je vous le remettrai soit sur le Discord, soit là tout à l'heure, quand tu parleras, je ferai ce truc-là. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système a petit à petit disparu, mais il a été remplacé par justement les procédures d'isolement individuel, qui peuvent vous rendre complètement fou. C'est de la torture, Akrani Corvo. Pour moi, en tout cas, c'est de la torture. C'est absolument de la torture, totalement. Et je sais pas si tu veux que... Là, quand même, on a été dans le lourd. Salut Mathéo. Est-ce que tu voudrais que je diffuse justement, parce qu'il y a des œuvres de la culture populaire qui en parlent et qui le montrent, notamment. Allez, zoup. Donc je vais switcher de scène. Voilà. Oui, non, mais méthode de torture, absolument. Déjà au bout de 3 semaines de confinement, tu commences à partir en vrille, dit Thomas Babor. Merci d'ailleurs pour le follow, hein. Et merci tout le monde pour les follows. Mais c'est très marrant parce que justement, il y a des discussions comme ça qui viennent en disant, bon bah, au début, en premier confinement, les gens se disaient, tiens, ça va faire parler. Du sens, ça y est, maintenant les gens sont confinés, donc ils se rendent compte de ce qu'on est en train de vivre, tout en étant dans un truc assez positif où tu as tous tes loisirs à disposition. Mais voilà. Et peut-être que ça fera parler, non, absolument pas. Les bourgeois ont fait des journaux intimes en disant c'est une période incroyable pour créer des trucs. Mais sinon, à part ça, on n'a pas du tout parlé du quotidien des prisonniers pour autant, quoi. Absolument. Malheureusement. Absolument. Ah. Merci, je sais pas si je dois bien le prendre, Yolo des eaux. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Mais du coup, voilà, je voulais vous montrer peut-être, donc on verra deux extraits. Donc je pense que vous connaissez peut-être ce film qui s'intitule Hurricane Carter en français, ou The Hurricane en anglais, qui était basé sur une histoire vraie, donc d'enfermement du boxeur, d'un boxeur qui était surnommé donc le Hurricane, et qui a été joué donc par Denzel Washington. Et il y a une scène justement alors il y a beaucoup de films, hein, évidemment, j'ai pas vocation, comme on l'a dit, hein, à être forcément non exhaustif, enfin exhaustif sur la question, au contraire. Mais cette scène, je la trouve assez brillamment réalisée, très très dure, certes. Donc attention, un petit trigger warning, voilà. Mais on voit littéralement un homme qui est en train de basculer et qui essaye de maintenir sa santé mentale parce qu'il est boxeur, en fait. Et le fait, justement, comme tu disais, en acte de résistance, pour maintenir sa santé mentale, d'essayer justement de faire du shadowboxing, de se mettre en condition, le fait justement essayer de maintenir ce qu'il retient à la société, ce qu'il retient surtout à son humanité. Et je la trouve assez brillamment faite, donc peut-être qu'on ne mettra pas tout. Et le deuxième, c'est un documentaire, je vous montrerai pas la scène parce que je trouve vraiment très 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 dur. Mais la bande-annonce de Dans leur regard, qui est une série sur Netflix, donc vous pouvez aller le voir si vous avez Netflix, qui raconte l'histoire vraie donc de jeunes ados, et là on reparlera justement de la question de la racialisation aussi dans les prisons. Rebonsoir Fiensouk, qui a joué un rôle extrêmement important, notamment aux États-Unis. En plus, on a des statistiques ethniques, donc on le sait, tout le système est construit autour de ça. Mais c'est une affaire qui a fait grand bruit. Et justement, il y a une scène dedans de mitard entre guillemets, et qui est horrible, qui est dévastatrice. Et je vous conseillerais, il y a plein de trucs que je peux vous conseiller en littérature, etc. Mais là, pour l'heure, laissez-moi vous montrer ça. Et ensuite, on revient, et on peut tout à fait commenter pendant. Effectivement, on a eu une pub là qui a popé. Mais oui, enfin, on le voit absolument. Hein, c'est le fait, comme je dis,
qu'il essaie de maintenir sa santé mentale, même s'il en fait, il a l'impression de se dédoubler et c'est ça qui est vraiment bien fait, donc à travers Ouais. la scène et oui, son jeu d'acteur est oufissime, mais vraiment l'isolement, en fait, c'est ça. C'est et je trouve que c'est vraiment, «Non, mais non, mais non, mais ne pleurez pas, enfin, voyons, mais non» et je vais enchaîner puis comme ça, on aura l'occasion de reparler de la suite, mais pour moi, c'était une des scènes qui, justement, le montrait le mieux, sans Mmh. complaisance, sans voyeurisme, vraiment, même s'il y a un effet dramatique qui est, voilà, bah, qui est bien fait, en l'occurrence, mais «Ah mais non, petit Angelot, faut pas pleurer, mais non!» mais oui, c'est basé sur une histoire vraie, sur son ressenti, sur ce qu'il a écrit et cetera. À plus, Saïfar et du coup, je vous montre maintenant, donc Dans le regard, qui est basé sur une histoire vraie et donc je vous montre pas la scène en question, où il y a une scène justement d'isolement, mais vous voyez que l'isolement peut faire craquer absolument n'importe qui et c'est voulu. Comme tu disais, ça reste Ouais. dans le cadre, Ah bah oui. voilà, c'est fait pour faire en sorte que le détenu, parce qu'il répond, parce qu'il se plie pas aux règles et cetera, Mmh. soit rendu plus docile par le fait de l'isolement, de l'absence de lumière, de l'absence de bruit, de l'absence de parole, enfin d'être vraiment seul, vraiment. Allez, Dans le regard et là aussi c'est dur parce que ça concerne des enfants donc c'est dur. Is my mom here? It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. No, Wait a minute. Wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now. Right now. Whatever they said I did, I didn't. Nothing these boys state matches the central facts of the crime. All we need is for one to tie this whole thing together. These tapes are not as clean as the state would have you believe. There is injustice happening here. There is not one shred of evidence. Imagine the frenzy of these teenagers. Ripping off her They clothes. are innocent of these They crimes. are guilty. Why are you doing us like this? What other way they ever do us? I've been having these dreams. I keep hearing these footsteps. And they coming closer and closer. That's me. Coming to bring you home. They said if I went along with it, that I could go home, and that's all I wanted. The police will do anything. Lie on us, they will lock us up, they will kill us. This is my life. I don't think we should admit to something that we didn't do. Okay, we keep fighting. Voilà. Et oui, effectivement, bah, je rejoins ce que tu disais, donc on va revenir là-dessus. Hop! Je rejoins ce que tu dis, tubercule Oursidae, enfin Oursidé. Effectivement, il y a toujours, cette ambivalence en fait, est-ce qu'on doit le montrer tel qu'il est, ce genre, tel que c'est arrivé? Est-ce qu'on doit, en parler le moins possible ou le rendre le moins dur possible? Enfin bref, c'est toujours compliqué, hein. Mais bon, j'ai pas la réponse, hein, je vous avoue, donc voilà. Et oui, effectivement, Orphanin, elle est dure cette mini-série parce qu'implacable et très factuelle, je suis absolument d'accord là-dessus. Donc voilà, bon là on a plombé la soirée, je pense, là c'est mort. Là on y est. Merci Joline pour le raid, qui nous raid avec 35 personnes. Bienvenue les gens, bienvenue tout le monde. Vous débarquez pas au meilleur moment, hein, au moment le plus joyeux en tout cas. Mais voilà, en tout cas, on y est.
Donc est-ce qu'il y a des choses que toi tu voulais ajouter ou que tu voulais partir juste sur la prison encore, j'ai trouvé en librairie, c'était donné gratos. Vraiment, ils veulent pas faire d'argent, c'est un délire. C'est un compte rendu en fait de l'Observatoire international des prisons, la section française. Prison, un état des lieux. C'est un vieux truc, hein. C'est écrit en franc. Ça date de début des années 2000, enfin vraiment 99-2000, un truc comme ça. Donc du coup, depuis, il y a eu évidemment d'autres observatoires, enfin d'autres comptes rendus de l'Observatoire international des prisons qui sont sortis. Mais ce que je trouvais hyper intéressant dedans, je vous lis juste le début, c'est « Après 3 décennies d'indifférence, les prisons sortent de l'ombre ». Pas vraiment, hein, genre juste parce qu'on en parle encore aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de choses qui sont pas ultra connues, bah non, pas vraiment. Mais et là, il disait, voilà, les parlementaires s'y précipitent, les journalistes aussi. Visites rapides ou enquêtes de fond se multiplient. L'idée, c'est de dire, en fait, il y a des scandales qui se sont passés en prison, et donc, du coup, doit y avoir un droit de regard avec des visites impromptues. Voilà. On devrait pouvoir, le pouvoir public devrait pouvoir avoir le droit de jeter un œil en prison pour savoir ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a des abus, etc. Parce qu'il y a eu un témoignage de, alors à l'époque, Dr Véronique Vasseur, médecin en chef à la prison de la santé. Elle a sorti un livre qui a fait témoignage choc à l'époque pour parler justement des pratiques qu'il y avait en prison. Et donc, comme elle, qui est une personne importante vu qu'elle a été docteur, voilà, eh bien, ça a fait énormément de bruit. Et d'un coup, on s'est rendu compte que c'était des traitements qui étaient pas humains, qui étaient même déshumanisants. Mais vous voyez, il y a eu une espèce de vague médiatique à ce moment-là, mais les pratiques en tant que telles n'ont pas nécessairement changé. Et moi, ce qui me marque beaucoup, qui est dans le travail de Goffman qui parle de asile et qui se retrouve aussi sur les prisons, en fait, tu te dis que c'est déshumanisant, on le sait en quelque sorte, ou en tout cas, même si c'est parfois dissimulé, c'est quand même invisible, mais il y a un côté où, comme c'est des personnes qui sont pas comme nous, c'est moins grave. Donc genre, si c'est des personnes qui ont fauté, qui n'ont pas respecté les règles tacites de la société, machin, qui n'ont pas respecté la loi, bah c'est pas grave. C'est pas grave qu'ils soient traités de manière déshumanisante, etc. Et c'est pareil pour le traitement de la folie. La folie, ça fait peur, on envoie ça loin, on veut pas le voir, on veut pas le savoir, on le dissimule. Et ça, vous le retrouvez même dans les travaux des urbanistes, dans la construction des villes. C'est-à-dire que les prisons, les hôpitaux psychiatriques et les abattoirs se retrouvent à certains endroits des villes, loin des centres-villes plus bourgeois. Donc par exemple à Lyon, c'était aussi tout ce qui était confluence, parce que c'était un marais, etc. Donc tous ces trucs-là, puis vous aviez aussi le travail du sexe et toutes ces choses-là là-bas. Et donc même dans la construction de nos villes, c'est des choses qu'on ne veut pas voir et dont on ne veut pas entendre parler, quoi. Parce que finalement, c'est les choses qu'on n'arrive pas à gérer. C'est un dysfonctionnement dans nos sociétés. Il y a des personnes qui respectent pas les règles qui sont condamnées pour ça. Donc du coup, il y a de l'enfermement, mais on veut pas savoir ce qui se passe derrière les murs. Et je trouve que pour la folie, c'est pareil. C'est il y a vraiment une peur, une crainte et un mépris, et voilà. Donc du coup, comme c'est des fous, ça serait moins grave. Il y a tout ce côté-là. Sans savoir tous les différentes caractéristiques, évidemment, tout ce qu'on les troubles psy. Il y a vraiment beaucoup de psychophobie derrière tout ça aussi. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire, ces institutions totales, pourquoi elles continuent à exister ? Elles existent sur certaines catégories de population qui sont marginalisées, qui sont discriminées et qui sont fragilisées aussi socialement, quoi. Oui, bah Erin Weiss, par exemple, dans le chat, rebondit là-dessus en disant on l'entend au quotidien, cette déshumanisation, il y a toujours les oui, mais il avait fait ou elle avait fait ci ou ça. Ouais. Et effectivement, bah, ça rentre dans le cadre de criminaliser, en fait. Et le fait est qu'aux États-Unis, bah, moi je rebondis sur les États-Unis, mais c'est vrai que Foucault le disait sur les asiles, je crois que c'était dans l'histoire de la folie, il me semble. Ouais. Mais effectivement, oui, bah, encore une fois, comme ça touche, comme tu disais, des personnes qui sont à la marge, encore une fois, qui sont considérées comme en état de mort sociale, on estime que c'est moins grave, voire même nécessaire. C'est un mal nécessaire. Bah ouais. Et ça, c'est terrible. Faut les redresser. C'est-à-dire que la société elle-même voudrait les redresser. Et c'est pour ça que les institutions cherchent à les transformer, à les redresser. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé du personnel, du personnel sécuritaire, tout ça, dans les prisons. Mais en fait, c'est pas eux individuellement qui sont des monstres. Tu vois, les gens qui sont dans ce staff et dans ce personnel. C'est le fonctionnement du système carcéral. C'est-à-dire que tu mets n'importe qui en cette fonction. C'est le job qui est attendu d'eux.
Ça me blase. Et donc, du coup, juste par rapport à l'Observatoire international des prisons, donc c'est un job qui est incroyable, qui continue de aller voir ce qui se passe en prison, collecter des témoignages, ce que Michel Foucault aussi a fait, hein, avec d'autres chercheurs à l'époque engagés. Il faisait passer des questionnaires en douce avec la collaboration de certaines personnes pour essayer de collecter les témoignages des prisonniers, alerter sur leurs conditions d'enfermement, etc. Donc voilà, on est dans les années 60 à ce moment-là, 70. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Mais il y avait un gros travail qui était fait à cette époque-là d'essayer de mettre en lumière tout ça. Dans les années 2000, il y a une docteure qui témoigne, on en reparle énormément. Et là, ce que je trouve ultra intéressant, juste quand on regarde la construction des tables des matières, je vous disais, le bouquin est sorti en 2000. Ils nous disent hygiène, alimentation, atteinte aux personnes et les suites qui sont données par l'administration, les violences des personnels à l'égard des détenus. Ils ont des données sur tout ça, en fait. Ils le savent. Parce que, voilà, c'est public. Donc, du coup, il y a des recherches qui peuvent être menées. Il y a aussi la question de la violence qui est retournée contre soi, c'est-à-dire les prisonniers qui vont se faire du mal. On leur empêche d'avoir accès à des choses pour se blesser, mais ils peuvent quand même trouver des moyens, notamment avec du troc. Voilà, donc ils parlent des tentatives de suicide, des grèves de la faim, des mutilations. Donc il parle aussi de la gestion disciplinaire de la population détenue, du suivi médical et de l'application du droit du travail qui est pas fait. Donc là on est dans les années 2000, il parle déjà du droit du travail et le fait que ça soit inapplicable en prison à l'heure actuelle et que personne n'en parle, que c'est un travail aussi qui est fait sans objectif de réinsertion. Donc effectivement c'est une main d'œuvre pas chère, c'est des tâches qui sont pas qualifiées, mais du coup ça leur permet pas de développer des compétences pour ensuite qui leur seront utiles si jamais ils sortent de prison. Et détention provisoire, pareil, là ils vont parler du mitard et ils vont parler aussi de l'isolement et ils vont dire, il y a aussi, là on se dit tiens on arrive dans une partie sympa, droit à l'intimité et liens familiaux, là ça peut être cool, non, contrôle permanent, fouille corporelle, fouille des locaux, relation des détenus avec leur famille, entrave aux liens familiaux, déni de sexualité, contrôle de la correspondance. Donc en fait à chaque fois que tu prends un élément, tu dis waouh, ça va pas. C'est littéralement, à chaque fois, il y a du contrôle, il y a de la sécurité, il y a un regard qui est violent et c'est un rapport de domination. Et la conclusion à laquelle arrive ce rapport au début des années 2000, en 2000 tout court, il dit « Il faut vider les prisons des trop nombreuses personnes qui n'ont rien à y faire et dont l'incarcération ne sert ni à la société, ni à la victime, ni à la personne détenue. » Donc leur conclusion, c'est de dire « Il faut vider les prisons. » Et donc vraiment ils ont toute une partie sur ça, de dire en fait il faut moins de prisons dans un état de droit et donc il faut avoir une politique réductionniste des peines. Et il faut penser à tout ça. Au lieu de dire on veut changer les conditions de détention, ok c'est un enjeu, mais déjà il faut qu'on arrête d'envoyer des gens en prison. Et à ce point-là et de cette manière-là. Et Christiane Taubira avait fait tout ce travail-là quand elle était... c'est comment on dit, garde des Sceaux, ministre de la Justice, enfin je sais plus. Ministre de la Justice. Quand elle était ministre de la Justice, elle a essayé de faire tout ce travail-là. Elle se faisait insulter sur les plateaux de télé en disant la gauche, justice laxiste, voilà, ils veulent relâcher des violeurs dans nos rues et tous ces trucs-là, quoi. Sachant que la plupart des violeurs sont pas condamnés, mais bon, voilà. Il y avait tous ces trucs-là, les pédophiles qui courent nos rues et machin. Et du coup, aujourd'hui, on peut pas avoir ce débat. Littéralement. C'est-à-dire que si on porte ce débat de la part des pouvoirs publics, c'est impossible. Je pense qu'elle a été garde des Sceaux, oui, c'est ce que j'ai douté aussi. Ouais. Les deux fonctionnent, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ah ok, bon bah parfait, ça va. Bon okay. Voilà, c'est bon. Mais oui, effectivement, et c'était justement c'est ce que tu disais notamment, et l'Observatoire national des prisons, aussi Amnesty International le fait beaucoup, par rapport à tout ça, d'essayer de faire en sorte d'améliorer, si ce n'est à terme peut-être un jour, voilà, de ne pas, de sortir du système de l'enfermement pour essayer de peut-être mettre un peu plus, voire beaucoup plus, sur la prévention, plutôt que sur la répression, en fait. Et parce qu'en plus, on a prouvé, à quand même un certain nombre de reprises, que c'était pas efficace, puisque le taux de récidive était important. Mais c'est surtout la seule peine que l'on voit pour punir les gens, c'est de les enfermer. Quoi. Oui. Là, on est vraiment dans ce mode de pensée, et Foucault en parle déjà. Non, du coup, on imagine que l'enfermement pour condamner les gens dans nos sociétés. Il n'y a pas d'alternative. Enfin, en tout cas, publiquement, on peut pas en parler, sinon on a l'impression qu'on laisserait les criminels faire ce qu'ils veulent. Voilà, sans avoir de questionnement sur ce que c'est qu'être criminel, sur notre système de justice non plus, rien. Mais bon. Absolument. Et je rebondis sur ce que je voyais dans le chat, notamment sur la question... la question, enfin, ce qui a été dit notamment, alors attendez, je remonte un petit peu, parce que vous êtes moult. Oui, par exemple, Irene West qui dit ouais, je savais même pas qu'il y avait l'idée d'un gène du crime, notamment pour justifier, pour apporter ce côté, comme j'avais dit, criminaliser, justifié par le fait de criminaliser
d'un gène entre guillemets du crime, absolument. Et on rejoint les théories d'un monsieur qui s'appelait Cesare Lombroso, qui parlait de la question de l'homme criminel en fait, qu'il y a certains individus qui étaient nés qui étaient nés pour être criminels et qui allaient par définition être criminels par déterminisme social. Et il y a une résurgence en fait de ce discours-là, même si quelquefois il est un peu niché sous la surface, mais on le voit clairement, avec des gens que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de les citer sur mon stream, mais voilà, hein, ils ont rien à y faire. Mais oui, non mais Lombroso, voilà, c'est te dire à Marsundi, tu vois. Mais toujours est-il que cette diffusion en fait d'idées, elle a fait quand même énormément de mal et elle est reprise à l'heure actuelle. Tout le truc qui est très, qui est très lié à une pseudo-scientificité par rapport à ça pour justifier et légitimer l'enfermement et le rôle des institutions totales par extension, comme tu disais, de corriger, que ça veille avant tout à corriger et qui serait nécessaire, eh bien c'est un truc qu'on voit là qui est en train de ressurgir. Tout ce côté très eugéniste en définitive. Donc oui, et ça participe également. Bon moi j'ai travaillé là-dessus pour ma thèse, mais c'était il y a un temps assez lointain maintenant. Mais oui, non mais tout à fait, monsieur Van Cham, absolument. Je dis qu'il y a une résurgence, mais en fait c'est juste une récurrence parce qu'il a toujours été plus ou moins là, tapis sous la surface. Mais voilà, le fait est que ça revient, on y est encore, et ces théories qui sont de la pseudo-science, qui n'a aucun fondement scientifique absolument, mais qui a été utilisée, instrumentalisée à des fins politiques et sociales également, eh bien est encore là, et encore utilisée pour légitimer, entre guillemets, pour justifier le fait que, ah bah oui, mais c'est normal, voilà, vous voyez, c'est la seule mesure que l'on ait, le seul rempart, encore une fois, comme tu disais, pour essayer de faire en sorte, encore une fois, je reprends ce que tu disais, que les délinquants n'envahissent pas nos rues, ce dont se faisait accuser Christiane Taubira largement. Voilà, alors que c'était pas du tout ce dont il était question, c'est pas ça. Non. Mais bon, bref, c'est encore une fois caricaturé. Quand je la regardais dire ça, j'étais adolescente. Et c'est la première personne, moi, dans mon parcours, que j'ai entendu dire ça, et je me suis dit, ah purée, je m'étais jamais posé de questions sur la prison. Et en fait, je pense que c'est ça l'enjeu. Le fait de questionner le fonctionnement pénitentiaire, le fait que ce soit avant tout des permes d'enfermement, toutes ces questions-là, c'est jamais questionné. Et moi, c'est ça l'enjeu principal, c'est que quand les gens, tu commences à questionner la prison, ils vont dire, bah du coup, tu veux faire quoi? Tu veux relâcher les gens dans les... Et tu n'as pas de solution à apporter. Mais c'est pas à moi d'apporter des solutions, c'est collectivement, avec les pouvoirs publics, qu'on réfléchisse à tout ça. Mais le fait de ne pas pouvoir poser la question, c'est un problème en soi. C'est-à-dire qu'en attendant, les gens sont dans des souffrances et dans des situations qui sont pas vivables. Et je pense que c'est un gros problème que de balayer le débat en disant, bon, il n'y a pas d'autre solution. En fait, on prend pas le temps d'y réfléchir. On n'a même pas le droit de poser cette question aujourd'hui. Ou en tout cas, il faut qu'il y ait des drames, il faut qu'il y ait des témoignages, il faut qu'il y ait des émeutes, il faut qu'il y ait des grèves de la faim pour qu'on se pose la question. Et je pense que c'est ça qui est problématique et qui est dangereux aujourd'hui.